Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler du cours de droit constitutionnel. Alors, le droit constitutionnel c'est une matière fondamentale qui est étudiée au cours des 2 semestres de la première année de droit. Au premier semestre, le cours de droit constitutionnel, il se focalise sur les grands concepts de la science du droit constitutionnel, comme l'État, la Constitution, la démocratie, la théorie de la séparation des pouvoirs, etc. etc. Et puis, au second semestre, sont étudiées les institutions de la Ve République. Et donc, dans cette vidéo, on va se focaliser sur le cours de droit constitutionnel du premier semestre. Et qu'est-ce qu'on va faire plus précisément? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement synthétiser le cours de droit constitutionnel du premier semestre. On va vraiment le résumer de manière très synthétique afin de voir ensemble quelles sont les principales définitions et les notions à connaître. Et vous verrez qu'à la fin de cette vidéo, eh bien, vous aurez vraiment une bonne vision d'ensemble, une bonne vision globale de la matière, et ça vous sera très utile pour réussir vos examens. Et donc, sans plus attendre, c'est parti, on commence la vidéo. Alors, le cours de droit constitutionnel du premier semestre, il commence par une première partie qui est consacrée à l'État. Et dans cette première partie, on apprend d'abord que l'existence d'un État est subordonnée à 3 éléments constitutifs. Premier élément, une population, c'est-à-dire un groupe d'individus sur lesquels l'État va exercer sa puissance de domination. Deuxième élément, un territoire, c'est-à-dire un espace géographique qui appartient à l'État, qui relève de cet État, sur lequel l'autorité politique exerce son pouvoir. Et puis enfin, troisième élément constitutif de l'État, ça va être une organisation politique qui exerce l'autorité de façon souveraine. C'est-à-dire que sur la population de ce territoire, l'État doit exercer l'autorité politique exclusive qu'on appelle la souveraineté. Alors cette notion de souveraineté, elle est importante. La souveraineté de l'État, c'est une notion qui a été dégagée par Jean Bodin dans son ouvrage De la République, paru en 1576, et elle désigne, cette notion de souveraineté, elle désigne le pouvoir de commander que détient l'État. Il s'agit du pouvoir suprême, du pouvoir le plus élevé. Ensuite, après les 3 éléments constitutifs de l'État, on voit qu'il existe 2 formes d'État. L'État unitaire et l'État fédéral. Alors d'abord, qu'est-ce que l'État unitaire? L'État unitaire, c'est un État qui ne comporte sur son territoire qu'une seule organisation politique et juridique. Ainsi, dans un État unitaire, il n'y a qu'un seul exécutif, qu'un seul parlement et qu'une seule organisation juridictionnelle. Et sur le plan juridique, il n'y a qu'une seule constitution et qu'une seule législation qui est applicable sur l'ensemble du territoire. Exemple d'État unitaire, la France. Et puis ensuite, deuxième forme d'État, on a l'État fédéral. L'État fédéral qui est un groupement de différents États, qu'on appelle les États fédérés, qui acceptent d'abandonner une partie de leurs compétences au profit d'un nouvel État qui se superpose à eux. Et contrairement à l'État unitaire, il y a dans l'État fédéral 2 niveaux d'organisation politique et juridique qui se superposent. Puisqu'effectivement, on va avoir un premier niveau qui est le niveau des États fédérés, qui disposent chacun de leur propre organisation juridique et politique, donc de leur propre constitution, de leur propre exécutif, de leur propre parlement et de leurs propres tribunaux. Et puis, au-delà de ce premier niveau des États fédérés, on va avoir également un niveau supérieur, le niveau de l'État fédéral, qui dispose d'une organisation politique et juridique distincte de celle des États fédérés, avec donc un gouvernement, un parlement et une législation qui est applicable sur l'ensemble du territoire. Un bon exemple d'État fédéral, ça va être évidemment les États-Unis. Ensuite, après cette première partie consacrée à l'État, le cours de droit constitutionnel du premier semestre, il se poursuit avec une deuxième partie qui est consacrée à la Constitution.
dans cette deuxième partie, en premier lieu, on voit quelle est la définition de la Constitution. Et donc ici, plus précisément, on voit que la Constitution peut être définie de manière matérielle ou bien de manière organique ou formelle. D'abord, au sens matériel, la Constitution, elle se définit comme l'ensemble des règles qui régissent l'organisation et le fonctionnement de l'État. Donc retenez bien la définition matérielle de la Constitution, l'ensemble des règles qui régissent l'organisation et le fonctionnement de l'État. Et puis maintenant, définition organique ou formelle de la Constitution. Au sens organique ou formel, la Constitution, c'est un ensemble de règles juridiques qui sont adoptées et révisées, c'est-à-dire adoptées et modifiées, selon une procédure spéciale et supérieure à celle utilisée pour les autres normes juridiques, et notamment à celle utilisée pour élaborer les lois ordinaires. Puisqu'effectivement, dans chaque pays, dans chaque État, il y a une certaine procédure qu'il faut respecter pour élaborer les lois ordinaires. Eh bien, en ce qui concerne les règles constitutionnelles, la procédure d'élaboration et de modification de ces règles est différente de la procédure d'élaboration des lois ordinaires. Elle est plus complexe à mettre en œuvre et à réaliser. Et il faut savoir que généralement, les deux critères, donc le critère matériel et le critère organique ou formel, ces deux critères, ils coïncident. Et donc, dans la plupart des États, on peut combiner ces deux définitions et on peut donc définir la Constitution comme un ensemble de règles juridiques adoptées et révisées selon une procédure spéciale et qui régissent l'organisation et le fonctionnement de l'État. Ensuite, après la définition de la Constitution, on s'intéresse à la forme de la Constitution. Et on apprend qu'on distingue deux formes de constitution. Les constitutions écrites et les constitutions coutumières. Les constitutions écrites, ce sont tout simplement les constitutions qui sont formalisées dans un texte écrit. Tandis que les constitutions coutumières, ce sont les constitutions qui sont formées par une accumulation dans le temps de différents éléments. D'abord des coutumes, c'est-à-dire des usages répétés sur une longue période et reconnus comme étant la règle de droit. Également des textes divers à objet constitutionnel, et puis aussi des décisions de justice. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la très grande majorité des États possèdent une constitution écrite, le Royaume-Uni étant le seul pays d'Europe à avoir une constitution coutumière. Ensuite, après la forme de la Constitution, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on s'intéresse à l'élaboration de la Constitution. Et on apprend que le pouvoir d'établir une Constitution est appelé pouvoir constituant originaire. Retenez bien, pouvoir constituant originaire. Quand est-ce qu'il se manifeste ce pouvoir constituant originaire? Eh bien, ce pouvoir, il se manifeste lors de la création d'un nouvel État ou bien lors d'un changement de régime au sein d'un même État. Par exemple, à la suite d'une révolution, à la suite d'un coup d'État, à la suite d'une défaite militaire, etc., etc. Et donc, dans ce type de situation, création d'un nouvel État ou bien changement de régime au sein d'un même État, eh bien, le pouvoir constituant originaire va se manifester afin d'établir une constitution. Et la constitution, elle peut être établie d'abord de manière autoritaire, c'est-à-dire que le titulaire du pouvoir va créer une constitution de lui-même sans la soumettre au peuple, ou bien la constitution, elle peut être établie de manière démocratique. Et comment ça se passe? Eh bien, généralement, le peuple va élire une assemblée constituante dont la mission est d'élaborer une constitution. Donc ça, c'est le cas le plus fréquent, mais également, parfois, on peut avoir le pouvoir exécutif qui se fait reconnaître le droit de rédiger
un projet de constitution avant de le soumettre à l'approbation du peuple par référendum. Et par exemple, la Constitution française de 1958 a été adoptée de cette manière. Ensuite, après l'élaboration de la Constitution, on va s'intéresser à la révision de la Constitution. Et ici, ce qu'il faut savoir, c'est que le pouvoir de réviser la Constitution, c'est-à-dire le pouvoir de modifier la Constitution, est appelé pouvoir constituant dérivé. Le pouvoir constituant dérivé, il faut bien comprendre, hein, il est conditionné par le caractère souple ou rigide de la Constitution. Alors, qu'est-ce qu'une Constitution souple? Qu'est-ce qu'une Constitution rigide? Une Constitution souple, c'est une Constitution qui peut être révisée selon la même procédure que celle utilisée pour élaborer les lois ordinaires. Alors qu'une Constitution rigide, c'est une Constitution qui ne peut être révisée que par une procédure plus complexe que celle utilisée pour élaborer les lois ordinaires. Et donc ainsi, le pouvoir constituant dérivé, il sera facile à mettre en œuvre dans le cas d'une constitution souple, alors qu'il sera difficile à mettre en œuvre dans le cas d'une constitution rigide. Et aujourd'hui, la grande majorité des États est dotée d'une constitution rigide, et donc le pouvoir constituant dérivé est, de manière générale, difficile à mettre en œuvre. Ce qu'il faut savoir également concernant la révision de la Constitution, c'est que généralement, l'initiative de la révision appartient au pouvoir exécutif et au Parlement. C'est par exemple le cas en France. En France, l'initiative de la révision appartient au pouvoir exécutif et également au Parlement. Et ensuite, l'organe qui procède à la révision, c'est souvent le Parlement, qui se prononce alors à une majorité qualifiée, par exemple majorité des 3/5, ou bien encore, par exemple, majorité des 2/3. Mais ça peut être aussi une assemblée ad hoc, spécialement élue pour réviser la Constitution, comme par exemple la Convention aux États-Unis, ou bien encore ça peut être le peuple au moyen d'un référendum. Et puis enfin, dans cette grande partie consacrée à la Constitution, on étudie le contrôle de constitutionnalité. Très important, thème également étudié dans le cadre du cours d'introduction au droit. Et donc, le contrôle de constitutionnalité, ça consiste à vérifier la conformité d'un texte, comme par exemple une loi, par rapport à la Constitution et plus généralement par rapport au bloc de constitutionnalité, puisque vous savez que lorsqu'on effectue le contrôle de constitutionnalité, on ne vérifie pas simplement la conformité du texte à la Constitution, on vérifie la conformité du texte à l'ensemble des normes à valeur constitutionnelle. Et donc, c'est ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, qui comprend non seulement la Constitution de 1958, mais également le préambule de la Constitution de 1946, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la Charte de l'environnement de 2004, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, et puis enfin un certain nombre de principes à valeur constitutionnelle. Et donc, ce contrôle de constitutionnalité, eh bien, il permet d'assurer le respect de la suprématie de la Constitution dans l'ordre juridique interne, puisqu'effectivement, dans l'ordre juridique interne, la Constitution et plus généralement les normes constitutionnelles représentent la norme suprême, et donc le contrôle de constitutionnalité va permettre d'assurer la suprématie de la Constitution. L'organe de contrôle, c'est généralement une cour constitutionnelle. En France, il s'agit du Conseil constitutionnel. Et puis également, très important, c'est qu'on distingue le contrôle a priori, qui consiste à contrôler la constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation, et le contrôle a posteriori, qui consiste à contrôler la constitutionnalité d'une loi déjà promulguée. Donc en France, il existe un contrôle a priori et également un contrôle a posteriori.
qui s'appelle la question prioritaire de constitutionnalité. On en a donc fini avec cette deuxième partie consacrée à la Constitution. On passe maintenant à la troisième partie du cours, qui est consacrée à la notion de démocratie. Et donc, dans cette partie, on voit que la démocratie se définit comme un système politique dans lequel le peuple est la source du pouvoir. D'accord ? Un système politique dans lequel le peuple est la source du pouvoir. Mais pour autant, la démocratie, ce n'est pas forcément un système dans lequel le peuple exerce directement le pouvoir. En réalité, il y a plusieurs formes de démocratie. D'abord, la démocratie directe, dans laquelle le peuple va exercer directement le pouvoir. Un bon exemple, c'est la démocratie à Athènes dans l'Antiquité grecque. Ensuite, autre forme de démocratie, ça va être la démocratie représentative, dans laquelle le pouvoir est confié par le peuple à des représentants qui vont exercer le pouvoir pour le compte du peuple, comme par exemple en France. Et puis enfin, dernière forme de démocratie, ça va être la démocratie semi-directe, qui consiste en une coexistence entre des représentants du peuple et également des mécanismes permettant au peuple de participer à l'exercice du pouvoir. Et un très bon exemple, c'est la Suisse. Ensuite, on passe à la partie suivante, qui est consacrée à la théorie de la séparation des pouvoirs, puisqu'effectivement, en droit constitutionnel, il existe une théorie fondamentale qui est la théorie de la séparation des pouvoirs. Cette théorie, elle a été développée principalement par deux auteurs, John Locke, dans son essai sur le gouvernement civil paru en 1690, et puis également Montesquieu, dans son ouvrage De l'esprit des lois, paru en 1748. Et donc, selon la théorie de la séparation des pouvoirs, d'abord il faut bien comprendre qu'on distingue au sein d'un État trois pouvoirs. Le pouvoir législatif, c'est-à-dire le pouvoir d'élaborer les lois, le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le pouvoir d'exécuter les lois, le pouvoir d'appliquer les lois en prenant des règlements, et puis enfin le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire le pouvoir de trancher les litiges. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, très important, c'est que selon la théorie de la séparation des pouvoirs, chaque pouvoir doit être exercé par des organes distincts, indépendants les uns des autres. Le pouvoir législatif par le Parlement, le pouvoir exécutif par le chef de l'État et le gouvernement, et le pouvoir judiciaire par les juridictions. D'accord ? Donc chaque pouvoir doit être exercé par des organes distincts, et le but, c'est d'éviter que les trois pouvoirs ne soient concentrés entre les mains d'une seule personne, comme c'était souvent le cas sous la monarchie absolue. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que cette théorie de la séparation des pouvoirs, elle a donné lieu à deux interprétations différentes, et donc à deux applications différentes. D'abord, le régime présidentiel. Le régime présidentiel qui désigne un régime de séparation stricte des pouvoirs. Un régime dans lequel les pouvoirs n'entretiennent pas de relations, ne collaborent pas ensemble. Et très important, il faut comprendre que dans un régime présidentiel, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ont peu de moyens d'action réciproques. Typiquement, l'exécutif ne peut pas être renversé par le Parlement, et le Parlement ne peut pas être dissous par l'exécutif. Un bon exemple de régime présidentiel, ce sont les États-Unis. Et puis ensuite, deuxième application de la théorie de la séparation des pouvoirs, c'est le régime parlementaire, qui lui désigne un régime de séparation souple des pouvoirs, un régime de collaboration entre les pouvoirs. Et contrairement à un régime présidentiel, dans un régime parlementaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ont des moyens d'action réciproques. Et donc typiquement, le gouvernement peut être renversé par le Parlement,
Et également, l'exécutif a généralement la faculté de dissoudre le Parlement. Exemple de régime parlementaire, la Grande-Bretagne. Voilà, et puis enfin, le cours de droit constitutionnel du premier semestre, il s'achève avec une partie qui est consacrée à l'histoire constitutionnelle française, dans laquelle on étudie les différents régimes constitutionnels qui se sont succédés entre 1789 et 1958. Puisqu'en effet, il est important de connaître l'histoire constitutionnelle française pour bien comprendre le fonctionnement de la Ve République et les mécanismes retenus dans la Constitution de 1958. Ce qui vous sera utile pour le cours de droit constitutionnel du second semestre. Et cette partie, elle se concentre en particulier sur la Troisième République, qui a duré de 1870 à 1940, et la Quatrième République, qui a duré de 1946 à 1958. Et donc, dans le cadre du cours de droit constitutionnel du premier semestre, on vous demandera de bien connaître ces deux régimes. Voilà, maintenant, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vraiment réviser efficacement le droit constitutionnel, je vous recommande fortement de vous procurer mon pack de fiches en droit constitutionnel. Qu'est-ce que c'est que ce pack de fiches? Eh bien, c'est tout simplement un pack qui comprend 20 fiches de révision, qui sont claires, qui sont synthétiques, et qui résument parfaitement le droit constitutionnel. Et donc, avec ce pack de fiches, vous allez pouvoir réviser efficacement le droit constitutionnel, et également vous allez pouvoir mieux comprendre la matière. Petite précision, ce pack, il couvre l'ensemble du droit constitutionnel de la première année de droit, et donc il comprend le programme du premier semestre et également le programme du second semestre. Sachez donc que si vous vous procurez ce pack de fiches, eh bien il vous sera utile tout au long de votre première année de droit. Et donc, si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Voilà, cette vidéo est donc maintenant terminée. Si jamais vous voulez regarder d'autres vidéos de droit constitutionnel, je vous mets à l'écran ma playlist en droit constitutionnel, qui comprend différentes vidéos sur les différentes notions du cours de droit constitutionnel. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur la playlist qui s'affiche à l'écran. Et sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.